Il existe aujourd'hui à une échelle mondiale une pollution grandissante et accélérée des zones côtières. Rejets d'eau altérés par le turbinage, contaminés par les pesticides, les médicaments, les métaux lourds, les plastiques, les hydrocarbures. L'une des menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins porte un très joli nom, eutrophisation. Parce que les eaux sont tout à la fois empoisonnées et opaques. Plus de lumière, donc plus de phytoplancton, plus d'oxygène, plus de vie. Triomphe en perspective du microbien. Notre campagne océanographique va se dérouler dans le golfe de Gabès. Notre mission est double, former des étudiants tunisiens à l'utilisation de nouveaux appareils automatisés et les associer à nos recherches sur le phytoplancton. Notre objet d'étude peut sembler dérisoire, et pourtant... Qu'est-ce que je veux dire ouais, on y va. Hein. Nous finissons de vérifier le fonctionnement de nos appareils, si sophistiqués, si perfectibles aussi. Ils s'appellent cytomètres, UVP, LIST. Ils opèrent grâce à la conjugaison de différents systèmes, fluidiques, optiques, informatiques. C'est très compliqué. À la mesure de notre entreprise, entrevoir, déchiffrer plutôt, les arcanes du minuscule, de l'indescriptible, du presque inexistant, de l'apparemment négligeable. Bref, spécialistes en biogéochimie marine, nous étudions plus particulièrement ces organismes unicellulaires appelés pico, nano, microphytoplancton. Pour calibrer la prise d'image. D'une simplicité extrême, ces organismes jouent un rôle fondamental. À la base du réseau alimentaire des océans, voraces amateurs du carbone rejeté dans l'atmosphère, pourvoyeurs à 50% de l'oxygène de la planète. Parce que quand on fait du travail de terrain, eh bien, si la météo n'est pas clémente, donc il va falloir partir demain matin pas trop tard, pour espérer arriver avant la tempête prévue dans le golfe de Gabès. C'est un instrument qui permet de compter les cellules les unes après les autres, oui. Parce que chaque cellule va intercepter un faisceau laser. C'est une caméra qui prend des photos de l'eau qui est là. C'est son éclairage. Et ça éclaire un volume d'eau. Et là, il y a une caméra qui prend des photos. Nous ignorons presque tout de l'impact du changement climatique sur les phytoplanctons. De diffusion de la cellule quand elle voit le faisceau laser et de fluorescence. À vrai dire, nous commençons seulement à découvrir le fonctionnement de ces écosystèmes marins, à en soupçonner la complexité, les équilibres délicats. Et ça crée donc il y a un système de filet laminaire qui est mis en place. Et chaque cellule qui intercepte le faisceau laser. Nous ignorons presque tout, sauf que ces organismes sont essentiels à la vie. Et l'intranquillité, l'inquiétude, et plus que jamais l'état second du chercheur. On repart de là, on réduit. On a un tuyau de là, et le deuxième qui sera là. Il sera à nouveau en Y. Ici, il te faudra à nouveau ça ici. Regarde. De là, tu vas avoir du tuyau rouge sur lequel tu vas mettre. Analyser une à une des particules infinitésimales et les classifier selon leur diffraction et leur fluorescence à une fréquence d'exploration hors de portée des méthodes classiques, c'est possible désormais, grâce au cytomètre. Les communautés phytoplanctoniques, dans la pluralité de leurs rôles, étaient encore inaccessibles il y a peu de temps. Diatomées, dinoflagellés, coccolithophores, cyanobactéries, cryptophytes, et tant d'autres commencent à sortir de l'ombre. Accélération, emballement, dérèglement. Nos appareils doivent fonctionner à une vitesse fulgurante, parce que l'augmentation du CO2,
le réchauffement climatique, l'acidification des océans s'intensifie à une vitesse tout aussi fulgurante. Dans un milieu marin où les dynamiques spatiales et temporelles réservent toujours une marge d'incertitude et d'inattendu. Ça, je les ai réduits en fait. Ça fait à peu près 60 km, donc à peu près 100 km aller-retour. Si c'est départ à 8 h, 18 h on est rentré. On peut quand même maintenir une période de formation pour la technique qu'on a mis en place. Ça veut dire qu'on peut aussi dire, bon, on conserve mardi, mercredi, jeudi pour avoir une certaine souplesse au cas où. On va peut-être faire une petite intro, quoi, de ce que c'est, l'intérêt scientifique. Seule une haute fréquence d'échantillonnage permettra de savoir comment le phytoplancton réagit dans son ensemble à ce chamboulement radical, qui pourrait se traduire ainsi: raréfaction d'espèces clés, diminution de la taille des cellules, affolement de leur cycle de reproduction, migration d'espèces tropicales vers les zones tempérées, horloge biologique détraquée. Quand on arrive au fond, on a le profil, donc on sait où on va aller récupérer l'eau. Et quand on remonte tout sur le bateau, on arrête. Envisager les variables susceptibles d'affecter le phytoplancton. Examiner les différents contextes. Pour notre étude sur ces micro-organismes, c'est impératif. Le contexte physico-chimique défini en termes de température, de salinité et de pression, nous l'obtenons grâce au relevé des rosettes. Les données recueillies par les rosettes font l'objet d'analyses hydrologiques et chimiques. Effectués régulièrement, ces prélèvements permettront, dans le temps, d'évaluer les réactions déclenchées sur le milieu marin. Une salinité trop faible ou trop forte, une température trop élevée ou trop froide, la présence ou l'absence de certains sels minéraux, une modulation trop brutale de ces variables physico-chimiques. Nous, on est spécialisé en biologie, en microbiologie marine, on travaille sur la colonne d'eau. La colonne d'eau, elle est caractérisée par... En ligne de mire de nos préoccupations, un phénomène nommé gélatinisation des océans. Un mot presque culinaire pour signifier le développement exponentiel des méduses, aux dépens des poissons. Et l'étude du phytoplancton apporte des explications majeures à cet état de fait. Le phytoplancton évolue. Les minuscules cellules du pico et du nanoplancton se multiplient au détriment du microplancton. Le réchauffement de la température des mers, l'accroissement du carbone dans les eaux expliquent cette transformation. Cette diminution manifeste et observable du phytoplancton laisse présager des situations critiques. Plus les cellules sont petites, moins elles nourrissent le réseau trophique composé de grands organismes, moins elles extraient le carbone atmosphérique et moins elles fabriquent d'oxygène. L'un des scénarios possibles, c'est l'étouffement, la spirale d'un enfermement. Nous avons aussi besoin de nous représenter le contexte biologique d'ensemble. Gravitant autour du cytomètre, c'est le rôle du LIST et de l'UVP de nous informer sur la configuration globale du milieu marin à plus grande échelle. Le LIST quantifie et mesure les grosses particules. L'UVP prend des photographies. L'un et l'autre à la vitesse d'un échantillonnage ou d'une photographie toutes les secondes. Il s'agit d'estimer l'abondance, la diversité, la répartition des brouteurs et des prédateurs successifs du phytoplancton. Le fait que ce soit automatisé permet de faire beaucoup plus d'analyses, parce qu'on n'est pas obligé de compter à l'œil, c'est fait de manière électronique. Comment ça fonctionne et quelle information on récupère. Donc ils vont tous travailler à partir de mesures optiques. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser une source lumineuse, on va utiliser la lumière, on va intercepter les cellules avec cette lumière-là. Les cellules, en fait, des particules, en fonction de leur forme, de leur taille, vont dévier les photons dans des angles différents avec des intensités différentes.
Le changement climatique, cela veut dire aussi une exposition plus intense au rayonnement solaire, d'où un tempo perturbé de la division cellulaire. Pour se protéger, le phytoplancton pourrait décaler ses horaires de reproduction. La question se pose de savoir si les organismes prédateurs sauront s'adapter. Il faut envisager une nouvelle orientation du réseau trophique. Orientation vraisemblable, pas encore inéluctable, où seules les méduses dépourvues de prédateurs et les bactéries trouveraient à prospérer. C'est un risque bien réel. Cela fait peur, mais cette peur devrait être notre garde-fou. Moi notamment, je m'intéresse à savoir le rôle du phytoplancton sur l'export de carbone. On voit d'ailleurs l'enregistrement des propriétés optiques. Donc on a les profils de diffusion de la cellule quand elle pointe sur laser et de fluorescence des pigments qu'il y a à l'intérieur. Et derrière, il y a une prise d'image. Donc pour les grosses cellules, on a une belle image. Ça permet d'avoir une information sur la taxonomie. En fait, selon la taille de la particule, la lumière incidente elle va être diffractée. Et donc si on a une petite particule, elle sera diffractée sur des grands angles, alors que si on a une grosse particule, elle sera diffractée sur des petits angles. Une fois que c'est fait, on a affiché des données et on a une résolution incroyable. Et donc c'est sur ce principe qu'est basée la mesure du LIST, donc la relation entre intensité de diffraction et taille des particules. Et ici, normalement, on a le phytoplancton qui commence. Donc là, on a les niveaux limites de la machine. Et au-dessus, on commence à enregistrer des particules fluorescentes. Pour obtenir des informations sur la structure interne et la composition physico-chimique des cellules phytoplanctoniques, il a fallu exploiter une faculté particulière aux organismes photosynthétiques, la fluorescence. De tous nos instruments à mesure optique, le cytomètre est le seul appareil capable non seulement de compter et de mesurer les cellules, mais encore d'exciter la fluorescence. La fluorescence n'a rien de spontané, il faut la provoquer, systématiquement, en bombardant la molécule d'énergie lumineuse. Alors, elle se met à émettre sa propre lumière, une lumière particulière et caractéristique, sa signature. Seul un rayonnement extrêmement puissant et directionnel comme celui de la lumière laser est capable de produire des mesures fiables et précises, permettant, au final, d'identifier chacune des cellules, d'évaluer la vitalité, l'activité chlorophyllienne du phytoplancton. Nous, on a le laser bleu parce que le laser bleu, c'est une excitation qui est très bien captée par les organismes phytoplanctoniques, par les pigments accessoires. Ils vont récupérer cette énergie, la transmettre à la chlorophylle, qui va fluorescer en rouge. Le laser, donc, il va exciter des molécules. On va avoir sur l'estomac non seulement la diffusion, comme on avait sur le LIST, c'est-à-dire qu'en fonction de la forme et de la taille des cellules, on va dévier des photons de manière différente, mais en plus, on va apporter une excitation, c'est-à-dire on va apporter de l'énergie à des pigments. Cette énergie qui a été absorbée, il faut que la molécule la relâche. Et pour la relâcher, il va dissiper un petit peu de son énergie, il va l'émettre sous forme de lumière. Cette lumière, c'est la fluorescence. Tout démonter, nettoyer, aller filer, enlever les choses. Évidemment, quand on enlève les parties d'un objet, d'un instrument comme ça, on note tout. Quelle pièce en premier, etc. Enfin, il y a un protocole, parce que sinon ça devient vite impossible à remonter. Donc on est parti de Tunis, on avait tout monté, tout fixé. On n'a pas eu le temps en fait de positionner la caméra correctement, donc on était hors champ. Mais en fait c'est très simple à remettre en place. Il faut juste sortir le phytomètre. Et tout ça, on le fait rarement en mer, parce qu'il suffit qu'il y ait une projection d'eau de mer, quelqu'un qui tombe, pour que toute cette électronique soit sérieusement endommagée. Le phytoplancton, c'est comme un battement.
tout va très vite. Au cours du jour, chaque cellule naît, se développe, se divise, se multiplie, meurt, en quelques heures. Gouvernés par une séquence temporelle très exactement chorégraphiée, ils vivent sous influence. Précession des équinoxes, changement de saison, attraction lunaire, alternance du jour et de la nuit. Mais à côté de ces cycles réguliers, surviennent désormais des événements aléatoires comme les coups de vent, les tempêtes, les nuages de pollution. Soudain, de courte durée mais de grande ampleur, ces événements sont de plus en plus fréquents. Avec violence, ils manifestent le détraquement météorologique. Ils nous compliquent énormément la tâche dans l'étude de ce milieu marin, dominé déjà par l'instabilité des masses d'eau et la fugacité des processus. Tempête, variable incontrôlable en l'état de notre appareillage, mais d'une importance insoupçonnée, d'un impact très certainement bouleversant. Nous déchiffrons nos écrans. Tous nos instruments à mesure laser sont focalisés sur la notion de particules. Ce ne sont pas réellement des compteurs de phytoplancton ou de bactéries. C'est à nous d'interpréter, de confronter nos interprétations. Car l'imagerie informatique n'est jamais qu'une traduction de signaux optiques. Et ces signaux optiques eux-mêmes, l'écho lointain des êtres infimes que nous observons. Il y aurait beaucoup à dire encore sur le phytoplancton et les organismes qui le composent. Invisibles presque, ils existent depuis des milliards d'années, aux confins vertigineux du temps où n'existaient que les océans. Impondérables, ils représentent seulement 2% de la masse des végétaux, mais produisent 50% de l'oxygène que nous respirons. Fragiles, ils subissent de plein fouet toute perturbation physique ou chimique du milieu marin. Nous les étudions parce qu'ils représentent un indicateur précieux du changement climatique, dont les activités humaines sont principalement responsables. Leur force réside dans leur multitude, leur ingénieuse diversité, leur effervescence à se reproduire. Mais ce ne sont pas des conquérants. Les eaux tumultueuses peuvent les détruire, l'intensité lumineuse peut les brûler, l'absence de lumière les réduire à néant. Toujours au bord d'une disparition. Ils nous apparaissent comme de merveilleux alchimistes, métamorphosant de manière déconcertante le carbone et la lumière, l'inerte et l'immatériel.